Merci, c'est très gentil, mais il ne faut jamais applaudir à l'avance, hein. Parfois on a de mauvaises surprises par la suite. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, merci d'avoir bien voulu m'inviter et un merci tout particulier aux personnes qui rendent cet événement possible depuis des années. Évidemment Flora, et puis tant d'autres que je n'arriverai pas à citer tous de mémoire en une seule souffle, hein, voyez. En tout cas, ma joie est grande de pouvoir partager ce temps avec vous. Alors, évidemment, le titre de ma proposition de communication est quelque peu provocateur. Vous excuserez, hein. Il ne s'agit pas d'exclure, bien au contraire, il s'agit de s'amuser. Parce que c'est, j'en suis convaincu, le rire qui fédère, et le rire qui peut être un outil d'inclusion pour tout le monde, justement. Mais qui est ce tout le monde? Je ne sais pas si vous avez eu ce type de grand moment, mais pour moi, le grand moment, un grand moment de voyage, ça avait été un jour d'aller visiter le fabuleux musée national de Nairobi. Nairobi au Kenya, donc. Et au musée national de Nairobi, eh bien, il y a une salle immense avec toutes sortes de squelettes de ce que l'on appellerait les humanoïdes, hein, donc de lointains ancêtres de l'être humain actuel. Hein. Alors, parmi les nombreux crânes et squelettes que l'on peut voir là-bas, il y a un crâne que l'on surnomme casse-noisette. Casse-noisette, pourquoi? Parce qu'il avait des mandibules particulièrement développées et il pouvait faire craquer n'importe quelle noix ou noisette. Voyez. Il y avait aussi un crâne que l'on appelle dans le petit jargon le crâne dit noir parce que suite à différents phénomènes biochimiques, le crâne lui-même a été teinté de noir par la suite et le déroulement des millions d'années. Voyez. Quand vous voyez toutes ces dizaines de variétés d'êtres humains, on se dit qu'aujourd'hui c'est chiant, quoi. Parce que les gens sont relativement similaires. Ou est-ce que en fait c'est pas tout à fait exact? Parce que après tout, les gens sont beaucoup plus dissemblables qu'il n'y paraît. Vous voyez, d'une personne à l'autre, on a de très fortes variations à tous les niveaux. Et la variation, la pluralité, ce n'est pas qu'une question de langue, ce n'est pas juste d'appeler tel ou tel objet big dans une langue et autre chose dans une autre. Vous voyez, c'est plus profond que ça. Et je dirais même que la variabilité entre les êtres est plus profonde que les cultures. Je suis convaincu qu'il y a une pluralité au niveau des fonctionnements de l'être humain. Il y a, pour utiliser un terme que j'avais osé lancer une fois, une biodiversité humaine. Voyez, préserver, chérir la biodiversité des fougères et des petites espèces d'oiseaux, je ne sais où, c'est une chose formidable, mais je crois que le même principe écologique pourrait s'appliquer également à l'être humain. Et d'une certaine façon, quand on cite cette jeune Suédoise qui tient à son anonymat, à savoir Greta Thunberg, je crois que lorsqu'elle milite pour cette reconnaissance écologique de la pluralité des espèces, c'est en vérité d'elle-même qu'elle parle, étant donné qu'elle est porteuse de cette biodiversité qui fonde justement son militantisme. Pour le dire avec les mots d'un ami autiste, Greta Thunberg fait de la tautologie. Voyez, bon, c'est un petit peu exagéré, mais néanmoins on peut saisir combien ces sujets se rejoignent et puis combien aussi, dans son cas particulier, ces spécificités liées à l'autisme ont représenté autant d'atouts pour son militantisme. Pour ne prendre qu'un exemple, si vous êtes dans la plupart des cas doué de cette aptitude à reconnaître les hiérarchies sociales,
la plupart des non-autistes ont cette aptitude à reconnaître les hiérarchies sociales. Oui, vous aurez un grand atout, par exemple, pour trouver un emploi. Oui, lorsque vous passerez à une interview de recrutement, eh bien, lorsque vous serez dans le bureau du grand patron, vous saurez qu'il ne faut pas dire « qu'est-ce que ça pue ici ?» Voyez ? Parce que si vous le dites, vous n'aurez pas le job. Donc, Greta Thunberg, médicalement parlant, n'a pas cette aptitude-là, comme un certain nombre de gens autistes qui n'ont pas le sens de hiérarchie sociale, mais cette inaptitude médicalement caractérisée s'avère être en vérité un atout précieux parce qu'elle a pu, dès l'âge de 14 ou 15 ans par exemple, parler à des rois, à des empereurs, à des clochards, avec le même ton, avec le même vocabulaire et sans être impressionné. Voyez, cela me fait toujours penser à mon ancien patron, un monsieur aveugle de naissance, pour qui j'ai eu la joie de travailler pendant plus de 8 ans. Et donc, lorsque je lui demandais s'il n'était pas intimidé lorsqu'il parlait devant un auditoire de je ne sais combien de personnes, il m'a répliqué que non, parce que ces gens, il ne les voyait pas. Voyez, que je trouve assez remarquable comme réponse. Donc, de fait, quand on y réfléchit, le handicap, la différence, sont marqués par une assez large réversibilité. Cela veut dire que, par exemple, tout comme une société de personnes sourdes serait, je pense, parfaitement viable, une société de personnes autistes pourrait être également viable, et on pourrait imaginer donc des situations où le handicap se renverse. Dans le jargon américain, les Américains ont des termes pour tout. On appellerait ça un majority-minority district. Voyez, la majorité devient minorité ou vice-versa. Il y a des situations spécifiques sur lesquelles on peut, je dirais, s'émerveiller. Mais puisque le sujet nous permet quelques petites rigolades, je vous propose de vous montrer une diapo qui maintenant est un peu historique, parce qu'elle est dépassée, mais elle a fait l'histoire de l'autisme. C'était une diapo que j'aimais à montrer il y a des années de cela à la fin des conférences, je ne le fais plus aujourd'hui. C'est le fameux site de l'Institut d'études pour les gens normaux. Enfin, eux, ils appellent ça les neurotypiques. Bon, ce terme-là me gêne à plus d'un égard, mais bon, admettons. Donc, l'Institut d'études des troubles non autistiques, si vous préférez le dire comme ça, alors c'est signé d'un dénommé, je n'arrive même pas à lire, Steven Bauer, bon, je ne le connais pas, vous excuserez. Et donc, on peut découvrir, grâce à cet institut de recherche, de quels troubles souffrent les non-autistes. Voilà. Donc, le syndrome neurotypique, comme ils disent, est un trouble neurobiologique. Méfiez-vous, neurobiologique. Il y a encore certains professionnels qui pensent que ces troubles-là sont dus à la mère, voyez, donc une mère trop ceci ou pas assez cela. De toute façon, vous savez, quels que soient vos problèmes dans la vie, j'en connais la coupable. c'est votre mère, voyez. Ça vous fait 2000 € pour le diagnostic. Voilà. Donc, bon, je me moque un peu, mais dans certains cénacles, c'est comme ça que l'argent a été gagné pendant des décennies. Donc un trouble neurobiologique caractérisé par des obsessions sociales, très important pour les gens dits normaux de savoir ce que les autres pensent d'eux. Et quand on y réfléchit même, il y a des gens qui consacrent le plus clair de leur vie à essayer de deviner ce que les autres pensent d'eux, Oui. On appelle ces gens normaux. Des fausses croyances, délusion, c'est du charabia psychiatrique. Donc des fausses croyances de supériorité. Très important de se sentir supérieur aux autres. On verra quelques exemples dans la suite. Et des obsessions de conformité. Oui. Alors, par exemple, quand telle ou telle princesse anglaise ou prétendue princesse, ou je ne sais plus quel vocabulaire utiliser, porte je ne sais trop quelle robe, il y a une ruée sur les magasins parce que tout le monde veut avoir la même robe.
Voyez? C'est ce qu'on appelle parfois dans le charabia des sciences sociales le caractère mimétique du désir. Voyez? J'avais eu une discussion, alors ça fait déjà des années de cela, juste après les attentats de Breivik en Norvège. Vous vous souvenez, par le hasard des choses, je m'étais retrouvé à Trondheim, qui est donc, je crois, la troisième plus grande ville de Norvège. Et par le hasard des tables et des placements, je me suis retrouvé à côté du bourgmestre de Trondheim. J'étais un peu gêné, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui avais posé vraiment la question bidon, celle qu'il devait attendre et craindre. Je lui avais dit, comment est-il possible que chez vous, en Norvège, pays, en tout cas un des pays les plus riches et égalitaires du monde, comment est-il possible qu'il y ait des individus comme Breivik qui tuent des dizaines de milliers de personnes, Et il m'avait répondu très simplement. C'est que, vous savez, lorsque vous avez une voiture de luxe, c'est bien, mais si jamais votre voisin achète une voiture de grand luxe, comment est-ce que vous vous sentirez? Les besoins de l'être humain dit normal sont extrêmement relatifs. Et incidemment, pour les amateurs de vieillerie, on pourrait rajouter que c'était l'erreur fondamentale de Karl Marx. Parce que Karl Marx pensait que le communisme allait pouvoir advenir dès lors que les besoins fondamentaux de la population allaient être satisfaits. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de besoins fondamentaux. L'être humain a toujours besoin de plus et plus. Et en particulier, il a besoin de se conformer à un standard constamment changeant. En tout cas, c'est ce que l'on appelle l'être humain dit normal. Si vous reste du temps, vous pouvez lire la suite du texte. Il y a des petits onglets assez rigolos. Quelle est la prévalence du nonotisme? Je ne sais pas, je laisse à la sagesse de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des traitements pour le nonotisme? Un traitement, ça peut être des comprimés qui vous rendent autiste. Ce peuvent être peut-être, que sais-je, des hôpitaux psychiatriques où on va vous autistiser, donc rythme de vie levé à 5 heures, début des cours de morphosyntaxe du proto-élamite oriental à 5h15 jusqu'à minuit, tous les jours. Est-ce que vous deviendrez autiste? Je l'ignore. Voilà. Mais en tout cas, pour la petite histoire, dans les nomenclatures un peu potaches, on a même dégagé un autre syndrome, on a appelé ça le syndrome de Cassandre. C'est le syndrome de ceux qui fréquentent depuis trop longtemps des autistes, À ce qui paraît, ça déteint sur les gens non autistes que de fréquenter depuis trop longtemps des autistes. J'ignore si ça a un socle scientifique, mais en tout cas, j'aime bien l'idée que l'autisme serait bel et bien contagieux. Voilà. Ce qui est peut-être une bonne nouvelle ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un onglet ici. Que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de troubles non autistiques? Parce que, vous voyez, le mot-clé vient de tomber. La souffrance, voyez. J'ai un ami autiste il y a quelques années et déjà, il m'avait dit, alors ensuite il a été totalement viré du monde de l'autisme, et vous comprendrez très vite pourquoi. Il m'avait dit que la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psy, Parce que, faute de souffrance chez l'autiste, le psy ne mange pas. Ce qui est embêtant, il risque d'avoir une crise. Voilà. Donc, dès lors, il faut souffrir. Et j'ai souvenance de moments rétrospectivement hilarants, même si sur le champ, c'est pas rigolo du tout, où par exemple, tel ou tel psychanalyste ou éminent psychologue essaye de convaincre l'autiste. Oui, vous souffrez, Peut-être vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous souffrez, Voilà. Ça, c'était l'argument de l'un de mes anciens psychanalystes, c'était il y a déjà fort longtemps, et il me disait que je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus compte. Mais
d'une certaine façon, c'est une excellente nouvelle, quoi. On peut le dire en ces termes. Bref, donc nous le voyons, hein, les troubles non autistiques sont nombreux et graves. Ils exigent donc que cet institut d'études, vous pouvez cliquer pour avoir de l'aide, vous entrez votre IBAN et tout ira bien pour vous. Enfin, peut-être, quoi. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que concrètement tout ceci se décline? Alors, on a un premier lieu fondamental pour les gens normaux, ça s'appelle, à tort, mais bon, ça s'appelle comme ça, les réseaux dits sociaux. Hein? Alors, pour comprendre les réseaux sociaux, il faut regarder cette belle image, autant que nous retrouvons deux illustres personnages pendant le mandat de l'ancien président américain, Monsieur Montagne de Sucre Zuckerberg, donc le patron de Facebook, avait donc déclaré à l'ancien président américain qu'il était number one sur Facebook, quoi, hein, voyez? Alors, être number one, c'est ça la classe. Hein. En fait, c'était faux, parce qu'il n'était pas number one. Et Zuckerberg a été malin comme un singe, parce que, en fait, Trump voulait réglementer les réseaux dits sociaux. Et Zuckerberg a compris qu'en flattant l'ego de Trump, eh bien, il allait laisser Facebook en place. Et donc, il y a dit à tort, hein, qu'il était number one. Mais ça a tellement ébloui son cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne chez les gens dits normaux. Voyez, vous êtes number one, vous êtes au centre de l'univers. Voilà. Et donc l'idée, bien sûr, il y a des variations, mais je caricature un peu. Mais la philosophie fondamentale du réseau dit social, c'est précisément d'afficher telle ou telle banalité de la vie. Je suis en train de manger des frites, par exemple, et de voir comment ça semble extrêmement passionnant pour des dizaines ou des centaines de gens. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et on comprend pourquoi c'est presque diamétralement opposé au principe de fonctionnement des gens autistes. Parce que si vous vous passionnez, pour reprendre ce terme, pour la morphosyntaxe de l'élamite proto-orientale, enfin je dis n'importe quoi, voyez, est-ce que vous avez besoin d'avoir le regard de l'autre qui valide ou pas cette attitude? Voyez? Ou bien est-ce que vous vous adonnez à votre passion en faisant de l'art pour l'art? Voyez, c'est, je crois, une différence assez fondamentale. Et cela m'évoque la discussion que j'avais eue il y a quelques années avec un très illustre mathématicien, professeur de mathématiques dans une université tout à fait remarquable. Voici ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, mais Joseph, j'ai chez moi, en tant que prof de maths, toutes sortes de bouquins de maths, des bouquins très spécialisés. Quand je fais cours de maths, je parle de choses très spécialisées. Donc je suis autiste. Je lui avais répondu, non monsieur, parce que lorsque les cours sont terminés, vous rentrez à la maison et vous parlez de la pluie et du beau temps pour vous restaurer. Voyez? Voyez, si vous étiez autiste, eh bien c'est justement pendant votre temps libre que vous vous adonneriez avec le plus de plaisir à vos histoires occultes, quoi, hein, voyez. Bon, et pour être un petit peu grinçant, vous ne parleriez pas avec votre épouse et vos enfants de la pluie et du beau temps parce que probablement que vous n'en auriez pas. Voyez, bon, c'est un petit peu appuyer la démonstration. Quoi. Tout cela pour dire qu'en vérité, notre ami, notre estimé ami mathématicien, en l'espèce, était devenu très bon mathématicien, mais grâce à un subtil jeu de regards sociaux. Vous voyez, par exemple, si vous avez un résultat juste à calcul en maths, le prof vous regardera de façon flatteuse. Vos camarades de classe diront « Waouh, il est fort lui !» Et puis vous aurez à la fin un bon résultat, quoi. Voyez? Mais tout ça, c'est valorisation sociale
croiser de façon astucieuse, pousse par exemple des élèves non autistes ou des adultes non autistes à une forme de performance. Mais si vous fonctionnez d'une façon différente, c'est-à-dire si vous vous passionnez pour le travail lui-même, eh bien vous ne devriez pas compter sur le regard social validateur ou pas pour produire tel ou tel résultat. Voyez? Donc pour le dire plus crûment, le centre d'intérêt de la plupart des gens autistes demeure caché, puisqu'il n'a pas vocation à être validé par un regard extérieur. Voyez? Alors, les Américains, encore une fois, ont créé un terme pour cela. On appelle cela la attention-based economy. Donc, de plus en plus, nous entrons dans un système social où la valeur, la quête suprême, ce n'est même plus l'argent en tant que tel, mais c'est le fait d'être sous l'attention du plus grand nombre possible de gens. Et de là, le fameux métier qui, il y a encore 50 ans, vous aurait conduit à l'asile psychiatrique d'influenceur, quoi. Cette figure-là, dite d'influenceur, quoi. Il y a encore quelques années, ça valait l'asile psychiatrique. De nos jours, c'est au sommet de hiérarchie sociale ou presque. C'est tout à fait édifiant, quoi. Pardonnez, quand j'étais gamin et quand quelqu'un marchait tout seul et en parlant tout seul dans la rue, on disait c'est un fou, quoi. Aujourd'hui, on dit il a un iPhone, quoi. Le monde change, il faut savoir s'adapter, c'est bien que ce soit pas évident. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais dans la recherche académique prétendue-t-elle, il y a un peu le même schéma. De nos jours, si vous voulez faire carrière à l'UNIF ou dans ce genre d'environnement, il y a les fameux rankings. Donc il y a des publications, puis il y a une certaine diffusion, puis c'est quantifié d'une certaine façon, vous recevez un index et vous devez donc optimiser vos index de publication, quoi. En d'autres termes, pour être bon chercheur de nos jours, il faut que vous soyez cité par le plus grand nombre possible de gens, quoi. Alors, il y a toutes sortes d'astuces, il y a des manuels entiers sur comment optimiser ces index de publication, quoi. Si vous êtes suffisamment roublard, bon, sans mauvais jeu de mots par rapport à Poutine, mais si vous êtes assez roublard, vous pourrez optimiser vos scores et passer pour un grand savant, quoi. Ce qui est un changement radical par rapport à ce qui historiquement était envisagé comme la sagesse. Historiquement, la sagesse, c'était ce qui était connu de peu de gens, quoi, vous voyez. Dans toutes sortes de traditions sapientiales, lorsque on évoque le nom d'un illustre maître disparu, on rajoute la petite phrase de prière que Dieu préserve son secret. Vous voyez? Ça, c'était la société de naguère. L'idée n'était pas que les enseignements ou autres soient diffusés à tout le monde, mais c'était connu d'un petit groupe et c'était très bien comme cela. De nos jours, il faut être exhibitionniste, quoi. Sinon, vous ne serez ni sur les réseaux sociaux, ni même dans les cénacles académiques, ou du moins réputés comme tels. Une autre particularité, quand on y réfléchit un peu de beaucoup de gens dits normaux, bien que ce terme soit extraordinairement problématique, c'est que beaucoup de gens dits normaux croient en des entités fictives. Exemple, l'État. Vous connaissez ce type? L'avez-vous rencontré? Voyez? Il y a des gens qui sont convaincus que non seulement il existe, mais ils sont prêts à être grands serviteurs de l'État. Voyez? Mais la question est grave, parce que si je déclare, par exemple, que je suis le représentant du grand Nanabozoros intergalactique, on m'enfermera à l'asile, quoi. Voyez? Donc, comment se fait-il que certaines croyances purement fictives soient considérées comme normales et pas d'autres?
Hein. C'est un point tout à fait édifiant, quoi, hein. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment se structurent les groupes. Hein. Lorsque, par exemple, il y a une soirée sportive, hein, eh bien, selon que le ballon se déplace comme ceci ou comme cela, vous entendrez dans votre ville ou votre quartier des hurlements de telle sorte ou de telle autre sorte. Hein. Alors, quand j'étais plus jeune, je l'avoue, j'aimais les soirs de match. Pourquoi? Non pas que j'y comprenne quoi que ce soit au sport, hein, je n'ai absolument aucune connaissance. Mais lorsque j'entendais les gens hurler, je me disais que je n'étais pas le plus fou du coin. Hein, voilà. Donc, on peut se dire, comment, après tout, des gens peuvent-ils ressentir une émotion profonde lorsque le ballon favorise une équipe à laquelle ils ne sont même pas, hein, dont ils ne font pas partie, quoi. Voyez? C'est quand même assez étonnant, ça. Hein, oui. Cette structuration en groupe, hein, on pourrait presque dire en bande, hein, cette structuration en groupe, elle est fondamentale aux sociétés humaines. L'une des théorisations, je ne dis pas que ce soit juste, hein, mais ça fait partie un peu de l'histoire de la science politique du XXe siècle. C'était la théorie de l'ami-ennemi de Julien Freund, hein, que l'on voit ici. Donc, je ne sais jamais s'il faut dire à l'allemande ou à la française, mais bon, peu importe. Et donc, cette idée était que l'essence du politique, pour reprendre son expression, donc l'essence du politique était structurée par la fracture entre amis et ennemis. Hein. Et dès lors, pour qu'une société humaine puisse exister, il faut qu'il y ait un ensemble de gens qui se considèrent comme amis par opposition à un autre ensemble qui se considère comme ennemis. Hein. La théorie peut être vraie ou fausse, mais en tout cas, je suis admiratif de voir avec quelle facilité cette dualité de groupe se constitue et comment les gens ont cette conviction d'appartenir à un groupe dès lors que le groupe s'oppose à un autre groupe, quoi. Hein, c'est assez remarquable. Hein. Je comprends tout à fait que ce soit dû sans doute à des facteurs évolutifs, hein, puisque justement on a peut-être besoin de créer des sociétés par opposition à d'autres, mais c'est assez admirable finalement. Vous savez, il y a un groupe d'êtres où cette structuration ne fonctionne pas. Ce sont les Schtroumpfs. Voyez? Pourquoi? Parce que, à mon petit avis, justement, les Schtroumpfs sont, de notre petit club. Hein. Et je me permettrai de dire d'ailleurs que le diagnostic psychiatrique des Schtroumpfs avait été la toute première chronique qu'on m'avait proposé de faire il y a déjà bien des années. Sur Entrer sans frapper. Hein. Mais je crois, depuis lors, on a pu réfléchir de diverses façons et trouver beaucoup d'autres de ces personnages différents qui peuplent l'univers culturel. Hein. Parce que, en vérité, quand on s'intéresse à l'univers culturel, on y découvre tant de personnes différentes. Voyez? Et c'est même assez choquant quand on y songe. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons. L'une des raisons de la présence nombreuse de personnes différentes dans l'univers culturel pourrait être tout simplement la relative pauvreté des ingrédients de la normalité. Je m'explique. Si vous voulez faire un film hollywoodien et avec des gens dits normaux, en fait, vous n'aurez que 3 ingrédients de base. Vous aurez la violence, les fusillades, hein, ça, il y en a dans les films hollywoodiens. Vous aurez des histoires d'argent et vous aurez des histoires d'amour. Alors, j'ai pris le terme amour pour être très, très pudique. Voyez? Vous avez 3 ingrédients. L'ennui, c'est qu'avec les milliers, ou peut-être même millions de films hollywoodiens qui sortent, on a recombiné ces 3 ingrédients de toutes les façons possibles et imaginables. Et ça devient chiant maintenant. Donc, les réalisateurs sont en quête de nouveaux profils, de nouvelles façons de fonctionner.
Et combien de fois j'ai assisté à la scène où tel responsable rencontre des amis autistes et leur demande « Hey, psst, l'autiste, c'est quoi tes anecdotes marrantes? Allez, raconte-nous. » Enfin, il prend des notes, etc. Puis on retrouve tout ça dans un film. On a viré l'autiste depuis lors. Évidemment, il n'apparaît ni dans le générique, ni surtout parmi la liste des personnes payées par la production du film. Hein, voilà. Et toute la gloire, l'argent sera attribué à quelqu'un d'autre. Hein. Et ça, c'est un classique de l'histoire du cinéma. Hein. Mais l'avantage de ce système, c'est que l'on retrouve nombre de personnes différentes, nombre de personnes autistes dans les films et autres. Avez-vous songé, par exemple, que le film Le Dîner de cons était entièrement sur l'autisme, hein, même dans les petits détails. Hein, et on pourrait multiplier les exemples quasiment à l'infini. C'est là que l'on constate à quel point la société a besoin des gens différents. Et puis peut-être pour finir mon long bavardage, puis ensuite on pourra dialoguer, ce sera plus drôle, je me permettrai d'articuler une esquisse de réflexion très troublante. Au fond, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes handicapées? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce que, réfléchissons, Dame Nature est très économe. Hein. Si vous analysez par exemple les organes du corps humain, vous ne trouverez pour ainsi dire pas d'organes inutiles. On peut citer par exemple la rate, mais même la rate est utile. Hein. Vivre sans rate, ça expose à quelques difficultés médicales. Bon, peu importe, je ne suis pas spécialiste. Mais vous voyez, Dame Nature est relativement économe. Pourquoi dès lors est-ce qu'il y a des personnes handicapées, autistes ou autres? Hein? Eh bien, une tentative d'explication pourrait être qu'en vérité, la collectivité humaine a besoin de ces gens-là. Et qu'il y a toujours eu, depuis l'aube des temps, des rôles, des missions, des places pour les personnes jugées différentes. Et on pourrait presque réécrire l'histoire de l'aventure humaine par le biais, justement, des activités, des tâches qui incombaient aux personnes dites différentes. Alors c'est un vaste programme, je n'oserais pas commencer à le faire maintenant pour ne pas à vous accabler et prendre trop de votre temps. C'est peut-être ce que l'on pourra faire dans un autre moment, dans un autre voyage. Pour conclure tout à fait, je me permettrai simplement de vous redire une phrase que j'aime beaucoup. La phrase n'est pas de moi, je ne sais d'ailleurs pas de qui elle est. Elle figure dans le préambule de la Constitution suisse. C'est même la phrase qui clôt le préambule de la Constitution helvétique. Et dans sa version française, cette phrase s'énonce comme suit: « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » Voilà, merci beaucoup. Merci Joseph. Alors je voulais savoir si tu étais prêt à répondre à quelques Bien questions. sûr, c'était l'objectif. Alors, qui a une question à poser à Joseph? Voilà. Bonjour mademoiselle. Bonjour, je voulais savoir, parce que je n'ai pas très bien compris le sens, pourquoi est-ce que vous avez dit que le professeur de mathématiques, s'il avait été autiste, n'aurait pas eu de femme et d'enfant? Merci. Vous voyez, c'est une question de statistique pure et simple, si j'ose dire. Évidemment, ce que je raconte, c'est un effet, on va dire, badin, quoi. Hein. Il faut le prendre avec une forme d'humour, peut-être quelque peu décalé. Mais je crois que l'un des meilleurs types d'humour, c'est l'autodérision, justement. Hein. Et c'est peut-être comme cela qu'il faut comprendre cette phrase ou d'autres parmi celles qu'il m'arrive de sortir de ma bouche. Quoi. Hein, voyez, il ne faut pas prendre les choses pour parole d'évangile. Hein, voilà. C'est un petit support à réflexion, support à taquinerie, et puis je l'espère support à rigolade, parce qu'après tout, c'est ça l'essentiel dans la vie. Attends. Merci.
Oui, je suis très ému de vous voir. Parce que, voilà, je voulais vous demander, vous disiez que les Schtroumpfs c'était une société techniquement purement autiste. Est-ce qu'on pourrait dire que les complotistes c'est une société purement neurotypique? D'après, hein, je tire les conclusions de ce que vous avez dit. Merci. Alors, en fait, chez les Schtroumpfs, j'ai été un peu vite en besogne, si vous le permettez. Il y a des exceptions. Hein. Alors, chaque Schtroumpf s'intéresse à ces petites choses. Alors, il y a le Schtroumpf paysan, etc. Mais il y a un Schtroumpf et un seul qui a une sorte de vision d'ensemble avec un sens politique. C'est ce qu'on appelle le grand Schtroumpf. Et comme par hasard, il n'est plus bleu, quoi. Il est rouge. Alors, et il est obsédé par les hiérarchies, le grand Schtroumpf, justement. Donc, c'est un peu l'accident non autistique dans la collectivité. C'est assez drôle. Alors, chez les complotistes, ça c'est vaste débat. Vous voyez, en fait, bon, je dis les choses à ma façon, les éminents spécialistes dans la salle excuseront du moins, je l'espère. Hein. Je suis convaincu que les gens les plus rationnels, ou plutôt, je dis à l'inverse, que les paranoïaques sont les gens les plus rationnels, quoi. Hein, voyez? Parce que souvent, quand on essaye d'expliquer les choses, quand on raisonne un peu trop, si vous me permettez la tournure, on aboutit à une explication paranoïaque des choses. Hein. L'une des phrases que j'aime beaucoup, c'est de dire « ce n'est pas parce que je suis parano qu'il n'y a pas de complot contre moi ». Quoi, hein, voyez et souvent, d'ailleurs, les explications des phénomènes sociaux tiennent à des activités ou des phénomènes de type non autiste. Hein. Exemple, je suis un enfant autiste, j'arrive pour la première fois de ma vie dans une école et il y a 200, que sais-je, autres enfants qui sont là, qui arrivent eux aussi pour la première fois de leur vie. Ils se voient pour la première fois. Que se passe-t-il lorsque 200 enfants subitement se retrouvent ensemble? Ben, des groupes se forment. Voyez, tu viens d'où? Je viens de là-bas. Ah, ma tante habite là-bas. Ah, enfin, c'est idiot, mais ça y est, le groupe est formé, quoi. Hein? Quel sera le seul enfant qui ne fera partie d'aucun groupe? Ben, vous, quoi. Hein? Quelle est la seule explication possible et rationnelle à cela? C'est qu'il y a un complot contre moi, mais évidemment, quoi. Hein? Et donc, comme ça va mal se passer dans cette école, 6 mois plus tard, vous allez dans une autre école. Et là, bis repetita. Et donc, conclusion, le complot est mondial, quoi. Hein? J'en ai la preuve. Hein? Et donc, je veux dire, l'explication parfois la plus logique des choses, c'est justement la parano, quoi. Hein. Alors, en fait, être parano en soi, à mon petit avis, c'est pas un souci. Simplement, il ne faut pas le laisser paraître, quoi. Voyez? Hein. Il ne faut pas que cela entrave votre vie. Vous pouvez vous préparer au pire, mais ne le laissez pas paraître aux autres, quoi. Ça, c'est... Et au contraire, par rapport aux personnes autistes qui souvent n'ont pas l'anticipation des événements sociaux nombreux, variables et absurdes qui se déroulent en permanence, donc on peut toujours envisager le pire des scénarios, mais l'envisager uniquement dans sa tête, il ne faut pas le dire aux gens, quoi. Hein, vous voyez, mais gardez l'option ouverte, quoi. Hein, voilà. Donc, gardez l'option ouverte pour vous préparer au pire scénario. Et d'ailleurs, ça c'est même un enseignement qu'on a dans le bouddhisme, quoi. Hein, vous voyez, il faut réduire ses espérances, quoi. Donc ensuite, on n'est jamais déçu, quoi, hein, ou rarement déçu. Hein, ça me semble être un enseignement de sagesse, quoi. Hein, à discuter. Vous excusez si j'ai dérapé par rapport à votre propos. Alors, une dernière question, puis on va devoir arrêter. Charles? Ok. Oui, c'est intéressant que vous dites. Pour les Schtroumpfs, effectivement, vous donnez des réponses, effectivement. Vous dites
j'ai été visiter le musée de la BD il n'y a pas longtemps, donc Oui. c'est vrai que c'est une situation très logique, mais je crois que c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent l'impression qu'elles sont dans un groupe, parce que les personnes n'arrivent pas à voir quelle est la raison d'être dans le groupe. Mais non, je me demandais si vous pensiez que les autistes ont un rôle dans la société et qui n'est pas celui des autres, c'est vrai. Mais imaginons pour est-ce qu'un individu qui serait sourd, aveugle et autiste en même temps, qui viendrait avoir un rôle dans la société, je dirais plus ça que Merci Charles. Merci. On va répéter la question de Charles. Est-ce qu'une personne autiste peut avoir un rôle dans la société? Et si elle est sourde et aveugle et autiste, est-ce qu'elle peut avoir vraiment un rôle? J'espère que les personnes autistes ont la réponse. Et je vais laisser Joseph, vous savez ce que j'en pense. Merci beaucoup, merci Charles, merci Flora. Il se trouve, Charles, qu'un très joli film a été fait justement sur ce sujet-là. Ça se passe dans les bas-fonds d'une ville américaine la nuit, où un sourd aveugle rencontre un jeune qui était de passage. Et d'ailleurs, puisque Charles, nous voyons régulièrement dans un petit club, on pourra une prochaine fois montrer ce petit film et puis le commenter, quoi, hein. Ça, c'était juste entre nous. Mais je suis convaincu que chaque personne a sa place et doit avoir sa place. Mon ancien employeur aveugle de naissance comparait les personnes handicapées à des laboratoires ambulants. Je trouve que l'expression est bien trouvée. À savoir donc, quand vous êtes porteur, porteuse de différences, et surtout quand vous en avez plusieurs cumulés, eh bien, il n'y a pas de solution clé en main. Et c'est très bien. Vous devez créer vous-même vos propres solutions. Ça rendra votre vie beaucoup plus originale et beaucoup plus marrante. Vous voyez, si pour les amis parmi nous qui aiment les jeux vidéo, c'est un peu comme jouer aux jeux vidéo à la difficulté maximale, quoi, hein. Voyez, vous pouvez réduire la difficulté des jeux vidéo, hein, et ensuite vous gagnez à tous les coups, mais c'est très chiant, quoi, hein. Voyez, c'est ça, c'est le easy mode, hein, voilà, mais vous ne jouez plus, quoi, hein, c'est devient chiant. Par contre, quand vous renforcez la difficulté, ça devient quand même plus stimulant, hein, même beaucoup plus stimulant. Et puis, je crois qu'il ne faut pas prendre l'existence au tragique, quoi, hein. Voyez, lorsque on est porteuse d'une différence, lorsqu'on a vécu toutes sortes de choses très difficiles, il faut peut-être, je dirais, comprendre que chaque moment donné, c'est une forme de grâce, hein, et puis se dire qu'on pourra quand même, hein, indépendamment de ce qui s'est passé, j'en suis convaincu, arriver à réaliser des choses, à créer des choses peut-être totalement originales, peut-être même qu'on va se faire cracher dessus par tout le monde, mais c'est plus ou moins normal, quoi, hein. C'est un bon signe, c'est-à-dire que l'on avance. Vous savez, les majorités changent vite, hein. Les convictions de la plupart des gens basculent très vite, hein. Et ce qui aujourd'hui est ultra minoritaire, ringard, ben, peut-être que dans 10 ans, ça sera vraiment mainstream et génial et autres. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé dernièrement et ce qui est en train de se passer, par exemple, dans l'univers des crypto-monnaies, hein. Dans l'ASBL Autisme en Action, il y a quelques, personnes de référence en la matière, hein. Mais pour le dire peut-être plus brutalement, les crypto-monnaies ont davantage contribué à l'inclusion des autistes que tous les CPAS de la Terre, quoi, hein. Et des types qui, il y a encore quelques temps, pas très longtemps, étaient méprisés, tout le monde leur crachait dessus et considérés comme tarés, quoi, hein. Maintenant qu'ils sont milliardaires, peu sachez que le regard social change, hein. Voyez, alors, par exemple, le créateur de la deuxième plus grande crypto-monnaie, hein, l'Ether, hein, qui s'appelle Vitalik, on l'appelle toujours par son prénom parce qu'il a créé ça quand il avait 14 ans, s'il vous plaît, quoi, hein. Voilà. Et donc, pardonnez
c'est un peu crûment dit, mais il a une tête qui fait peur, quoi. Hein, voilà. Mais maintenant qu'il est milliardaire, quoi, hein, les gens parlent de lui avec respect. Et en Suisse, je connais un autiste qui est copain avec lui, hein, et donc Vitalik, il se met au fond des auditoires de l'UNIF, hein, là-bas où il est, et dès lors que le prof raconte des choses qu'il juge faux, il se met à gueuler devant des centaines d'étudiants. Faux. Voilà. Mais on n'ose pas le virer parce qu'il est milliardaire, quoi. Voilà, hein. C'est tout à fait édifiant. Et si vous voulez avoir un moment de franche rigolade, mettez-vous sur Google et commencez à écrire le nom Vitalik. Vous voyez, Google autocomplète et vous liste en fait les mots-clés que les gens recherchent le plus souvent, quoi, hein. Et vous verrez Vitalik, première réponse, combien il a? Hein, qui est sa femme? Voyez, mais c'est stupéfiant, quoi, hein, de voir comment le regard sur les gens qui étaient encore marginaux, vraiment, je dirais, considérés comme la lie de l'humanité, comment le regard change dès lors que vous êtes milliardaire, quoi, hein. Voilà, et là, c'est là qu'on se dit qu'après tout, l'être humain est rigolo, quoi, hein. Et il faut le prendre avec humour. La vie est un jeu. Comme disait mon ancien patron aveugle, ça reprend presque le titre d'un classique espagnol, La vie est un songe, hein, voilà, les amateurs de littérature classique reconnaîtront, hein. Mais on peut se dire que chaque personne, et peut-être même surtout les personnes les plus bizarres, peuvent avoir leur place et peuvent participer à la construction de cet avenir. Et mieux encore, on a besoin de ces gens-là, hein. En tout cas, je n'abuserai pas davantage de votre patience. L'avenir n'est pas écrit et c'est heureux. Et s'il y a peut-être une dernière phrase que j'oserais dire, je pense être gâté par la vie. Ah oui, j'ai été, porteur de différents handicaps et le suis toujours. Oui, je suis né le même jour et la même année que Britney Spears, ce qui est le plus lourd des handicaps peut-être. Mais je me dis que grâce à ces particularités, il m'a été donné tous les jours de rencontrer des personnes très originales. Et si je faisais la liste, le profil des personnes originales que j'ai la chance de rencontrer tous les jours, je crois que personne ne me croirait parce que ces gens-là ne sont pas censés exister ou sont censés n'être que purement virtuels, voyez-vous, hein. Et lorsque j'avais postulé à tel ou tel emploi, quelqu'un m'avait demandé « Mais pourquoi voulez-vous exercer ce travail humble plutôt que de travailler à la Commission européenne, quoi, hein ?» Je n'avais pas osé répondre que si je travaille pour la Commission européenne, je devrais peut-être supporter les hauts eurocrates en cravate, ce qui n'est pas facile non plus, hein. Vous voyez, heureusement qu'il y a des personnes différentes, comme cela, on peut avoir des jobs intéressants, et comme cela, on peut rêver, et rêver réaliste, hein, parce que, précisément, ce qui aujourd'hui est un rêve, demain pourra être réalité. Merci beaucoup. Merci.